Intégral Placement, la valeur du jour. La valeur du jour n'est pas une valeur, mais bien plusieurs secteurs qui sont largement attaqués, avec notamment leur prisme chinois. On va en parler avec Frédéric Rosier. Bonjour Frédéric. Frédéric Rosier est avec nous par téléphone. Vous nous entendez, Frédéric? Oui, je vous entends. Un conseiller de gestion chez Mescart Gestion Privée. J'ai eu peur de vous perdre à un moment. Je disais donc que nous n'avons pas une valeur du jour, mais bien un paquet de valeurs, celles qui sont associées, de près ou de loin, mais plutôt de près, à l'économie chinoise. Oui, tout à fait. On a dans les fortes baisses aujourd'hui les plus grosses expositions en termes de chiffre d'affaires à le monde émergent et notamment à la Chine. Donc dans ces secteurs qui sont ciblés aujourd'hui, clairement le secteur du luxe, mais également le secteur de l'automobile et le secteur de la consommation, avec des baisses significatives puisqu'on est à peu près de l'ordre de 3%, notamment dans le secteur automobile. LVMH par exemple, c'est quoi la part du chiffre d'affaires qui est réalisée non pas que sur l'Asie mais en Chine? Globalement, c'est un tiers sur la partie asiatique. Sur Hermès, on est à peu près également sur un tiers. Kering un petit peu moins, on est sur un quart. Donc on voit de l'extrême exposition aujourd'hui en termes de chiffre d'affaires pour ces grands groupes du luxe, que ce soit des groupes du luxe d'ailleurs français, mais on voit également le même mouvement concernant le luxe suisse. Je vois notamment Swatch baisser assez fortement. Donc voilà, il y a une part aujourd'hui de plus en plus importante. C'est une part aussi importante dans la croissance. On sait que ces grands groupes ont énormément investi, notamment dans des points de vente ces dernières années. Alors cette faiblesse sur la Chine est due à la fois sur la Chine, mais également sur la partie Hong Kong, puisque on s'aperçoit depuis quelques temps que les ventes ont plutôt tendance à stagner, voire à régresser pour certains groupes. On a eu effectivement des annonces de fermeture de magasins, je crois, à Hong Kong, de la part de Gucci, il me semble. Sur la question d'Hermès, par exemple, on a une marque qui a été créée, qui est propre à la Chine, une marque chinoise dont j'ai oublié le nom. Vous me le pardonnerez, j'espère. Pour le coup, il fabrique local, donc là, il n'y a pas de perte de compétitivité. Non, c'est pas une question de perte de compétitivité. Je crois qu'il ne faut pas voir ça uniquement sur le prisme monétaire avec l'effet yuan contre euro. C'est surtout annonciateur quand même d'un ralentissement qui est plus fort qu'attendu. Vous savez, on parle depuis quelque temps de hard landing, de soft landing en Chine avec des chiffres de croissance autour des 7%. Il semblerait quand même, vu les chiffres donnés notamment dans le secteur automobile, sur les chiffres de la consommation, on voit également sur les chiffres des exportations qu'on est peut-être quand même en dessous de ces 7%. Donc s'il y a un ralentissement, il y a un effet aussi richesse avec la baisse aussi forte du marché boursier chinois, avec un immobilier également qui a tendance à se retourner. Donc cet effet richesse joue en défaveur aujourd'hui du secteur du luxe. Alors il y a eu des mesures quand même assez favorables ces derniers temps, notamment une baisse des prix des importations, des taxes sur les importations, qui ont permis au groupe de pouvoir redonner un petit peu de pouvoir d'achat en baissant leurs prix. Mais il est clair aujourd'hui que la tendance est plutôt dure quand même, voire négative sur la Chine. Oui, finalement, la réponse monétaire qui est donnée aujourd'hui n'est que une forme d'attestation de la part de la Banque centrale que l'économie chinoise ralentit et qu'il fallait prendre une décision forte en fait. Oui, on a plusieurs mesures qui vont dans ce sens. Il y a eu énormément d'injections de liquidités. Alors on n'a peut-être pas trop parlé, mais notamment sur tout ce qui est infrastructure, avec des plans d'investissement de l'ordre de 50 milliards de dollars qui ont été lancés sur des projets de développement d'infrastructures, puis derrière des émissions assez massives monétaires. Donc il y a clairement une volonté du pouvoir central aujourd'hui de relancer une économie qui ralentit. On a l'impression que quelque part le ralentissement était peut-être supérieur à ce que pouvait anticiper le gouvernement chinois. Et donc là aujourd'hui il n'y a pas de surréaction à votre avis de la part des boursiers là quand on voit un LVMH qui perd quasiment 4% ou un Pernod Ricard? Est-ce qu'on cherchait pas une occasion de sortir de ces titres, de prendre ses profits? Oui, on était sur des plus hauts historiques. De toute façon, sur ces grands groupes ont commencé effectivement à devenir un petit peu chers. C'est également le cas sur le secteur automobile. Lorsqu'on regarde par exemple un acteur comme Peugeot qui fait un tiers à peu près de ses ventes aujourd'hui en Chine et qui assure 2/3 de sa rentabilité dans cette zone-là, c'est clair qu'on a joué cette thématique à fond. Donc il y a des prises de bénéfices. Je rajouterai également les équipementiers, des groupes comme Valeo notamment qui sont assez exposés sur le marché chinois. Les constructeurs allemands également qui ont vu pour la première fois au mois de juin une baisse de leurs ventes, ce qui n'est pas arrivé depuis quelques années, je pense notamment Audi depuis 2 ans. Donc on voit que c'est des secteurs qui sont extrêmement exposés, qui ont investi énormément et on se trouve finalement en surcapacité de production dans un marché qui a tendance
à se contracter, ce qui est une grande nouveauté aujourd'hui sur le marché chinois. L'idée, c'est donc maintenant pour tous ces groupes-là d'aller se trouver une nouvelle Chine, c'est-à-dire un nouvel Eldorado en termes de croissance. On peut estimer que c'est temporaire. On est dans un pays quand même qui est atypique dans sa manière dans sa gouvernance déjà. Donc il est clair que le pouvoir central va tout faire pour relancer la machine, la consommation, assez incitative d'ailleurs. Ils ont joué sur les taux. On a également une action sur le yuan. Il y aura des incitations notamment au crédit. Il y a eu une explosion du crédit ces dernières semaines. Donc il y a une volonté réelle de relancer la consommation. Donc c'est à mon avis temporaire, mais on va quand même sur une voie de la normalisation de la croissance chinoise. À terme, on a quitté les croissances à deux chiffres. On va une normalisation de l'ordre de 6-4% dans les prochaines 10 années, 20 années. Donc il y a une normalisation de la croissance. Il va falloir s'adapter à ce marché aujourd'hui qui est plus mature qu'il l'a été. Merci Frédéric Rosier pour cet éclairage. Frédéric Rosier, conseiller de gestion chez Mescart Gestion Privée. À très bientôt sur BFM Business. Vous restez avec nous dans un instant. La polémique signée. La valeur du jour. Pas de valeur du jour, mais bel et bien un secteur, voire plusieurs secteurs. Tous ceux qui sont affectés par la dévaluation, l'annonce de la dévaluation surprise du yuan, dévaluation d'1,9% face au dollar. C'est une décision donc qui a surpris tout le monde et qui a été prise cette nuit. Et bien du coup, l'ensemble des secteurs qui sont exposés au marché chinois recule très franchement là en ce moment à la Bourse de Paris. On en parlait tout à l'heure avec Frédéric Rosier, un conseiller de gestion chez Mescart Gestion Privée. Écoutez son analyse. On a dans les fortes baisses aujourd'hui les plus grosses expositions en termes de chiffre d'affaires au monde émergent et notamment à la Chine. Donc dans ces secteurs qui sont ciblés aujourd'hui, clairement le secteur du luxe, mais également le secteur de l'automobile et le secteur de la consommation, avec des baisses significatives puisqu'on est à peu près de l'ordre de 3%, notamment dans le secteur automobile. LVMH par exemple, c'est quoi la part du chiffre d'affaires qui est réalisée non pas que sur l'Asie mais en Chine? Globalement, c'est un tiers sur la partie asiatique. Sur Hermès, on est à peu près également sur un tiers. Kering un petit peu moins, on est sur un quart. Donc on voit de l'extrême exposition aujourd'hui en termes de chiffre d'affaires pour ces grands groupes du luxe, que ce soit des groupes du luxe d'ailleurs français, mais on voit également le même mouvement concernant le luxe suisse. Je vois notamment Swatch baisser assez fortement. Donc voilà, il y a une part aujourd'hui de plus en plus importante. C'est une part aussi importante dans la croissance. On sait que ces grands groupes ont énormément investi, notamment dans des points de vente ces dernières années. Alors cette faiblesse sur la Chine est due à la fois sur la Chine, mais également sur la partie Hong Kong, puisque on s'aperçoit depuis quelques temps que les ventes ont plutôt tendance à stagner, voire à régresser pour certains groupes. On a eu effectivement des annonces de fermeture de magasins, je crois, à Hong Kong, de la part de Gucci, il me semble. Sur la question d'Hermès, par exemple, on a une marque qui a été créée, qui est propre à la Chine, une marque chinoise dont j'ai oublié le nom. Vous me le pardonnerez, j'espère. Pour le coup, il fabrique local, donc là, il n'y a pas de perte de compétitivité. Non, c'est pas une question de perte de compétitivité. Je crois qu'il ne faut pas avoir ça uniquement sur le prisme monétaire avec l'effet yuan contre euro. C'est surtout annonciateur quand même d'un ralentissement qui est plus fort qu'attendu. Vous savez, on parle depuis quelque temps de hard landing, de soft landing en Chine avec des chiffres de croissance autour des 7%. Il semblerait quand même, vu les chiffres donnés notamment dans le secteur automobile, sur les chiffres de la consommation, on voit également sur les chiffres des exportations qu'on est peut-être quand même en dessous de ces 7%. Donc s'il y a un ralentissement, il y a un effet aussi richesse avec la baisse aussi forte du marché boursier chinois, avec un immobilier également qui a tendance à se retourner. Donc cet effet richesse joue en défaveur aujourd'hui du secteur du luxe. Alors il y a eu des mesures quand même assez favorables ces derniers temps, notamment une baisse des prix des importations, des taxes sur les importations, qui ont permis au groupe de pouvoir redonner un petit peu de pouvoir d'achat en baissant leurs prix. Mais il est clair aujourd'hui que la tendance est plutôt dure quand même, voire négative sur la Chine. Ouais, finalement, la réponse monétaire qui est donnée aujourd'hui n'est que une forme d'attestation de la part de la Banque centrale que l'économie chinoise ralentit et qu'il fallait prendre une décision forte en fait.
Oui, on a plusieurs mesures qui vont dans ce sens. Il y a eu énormément d'injections de liquidités. Alors on n'a peut-être pas trop parlé, mais notamment sur tout ce qui est infrastructure, avec des plans d'investissement de l'ordre de 50 milliards de dollars qui ont été lancés sur des projets de développement d'infrastructures. Puis derrière des émissions assez massives monétaires. Donc il y a clairement une volonté du pouvoir central aujourd'hui de relancer une économie qui ralentit. On a l'impression que quelque part le ralentissement était peut-être supérieur à ce que pouvait anticiper le gouvernement chinois. Et donc là aujourd'hui il n'y a pas de surréaction à votre avis de la part des boursiers là quand on voit un LVMH qui perd quasiment 4% ou un Pernod Ricard? Est-ce qu'on cherchait pas une occasion de sortir de ces titres, de prendre ses profits? Oui, on était sur des plus hauts historiques. De toute façon, sur ces grands groupes ont commencé effectivement à devenir un petit peu chers. C'est également le cas sur le secteur automobile. Lorsqu'on regarde par exemple un acteur comme Peugeot qui fait un tiers à peu près de ses ventes aujourd'hui en Chine et qui assure 2/3 de sa rentabilité dans cette zone-là, c'est clair qu'on a joué cette thématique à fond. Donc il y a des prises de bénéfices. Je rajouterai également les équipementiers, des groupes comme Valeo notamment qui sont assez exposés sur le marché chinois. Les constructeurs allemands également qui ont vu pour la première fois au mois de juin une baisse de leurs ventes, ce qui n'est pas arrivé depuis quelques années, je pense notamment Audi depuis 2 ans. Donc on voit que c'est des secteurs qui sont extrêmement exposés, qui ont investi énormément et on se trouve finalement en surcapacité de production dans un marché qui a tendance à se contracter, ce qui est une grande nouveauté aujourd'hui sur le marché chinois. L'idée c'est donc maintenant pour tous ces groupes-là d'aller se trouver une nouvelle Chine, c'est-à-dire un nouvel Eldorado en termes de croissance? On peut estimer que c'est temporaire. On est dans un pays quand même qui est atypique dans sa manière dans sa gouvernance déjà. Donc il est clair que le pouvoir central va tout faire pour relancer la machine, la consommation, assez incitative d'ailleurs. Ils ont joué sur les taux. On a également une action sur le yuan. Il y aura des incitations notamment au crédit. Il y a eu une explosion du crédit ces dernières semaines. Donc il y a une volonté réelle de relancer la consommation. Donc c'est à mon avis temporaire, mais on va quand même sur une voie de la normalisation de la croissance chinoise. À terme, on a quitté les croissances à 2 chiffres. On va à une normalisation de l'ordre de 6-4% dans les prochaines 10 années, 20 années. Donc il y a une normalisation de la croissance. Il va falloir s'adapter à ce marché aujourd'hui qui est plus mature qu'il l'a été. Voilà, commentaire de Frédéric Rosier. Intégral Bourse, dernière ligne droite avant la clôture. Et c'est Frédéric Rosier qui nous accompagne ce soir jusqu'à la clôture, conseiller chez Mescart Gestion Privée. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Bon, décision qui a pris un peu tout le monde de court et qui provoque quelques ajustements là sur le marché, enfin sur les différents marchés, que ce soit les taux ou les actions d'ailleurs. On vend les valeurs chinoises, clairement, c'est net et précis. Le secteur du luxe, le secteur automobile, bien sûr, qui sont les plus exposés en termes de pourcentage du chiffre d'affaires. On a les vins et spiritueux, notamment aussi, qui subissent cette décision de dévaluation compétitive, qui prend à revers le marché. Oui et non, c'est vrai qu'on avait beaucoup de décisions venant de Chine, notamment d'injection de liquidités, de soutien à l'économie qui a depuis quasiment 1 mois ou 2 mois. Donc ça laissait supposer cet ajustement, mais on rentre clairement dans une guerre des monnaies en ce moment et ça va être assez déstabilisant sur des marchés qui sont assez fragiles, notamment aux États-Unis, puisqu'on n'est pas loin de casser une tendance. Ouais, donc ça veut dire, l'idée c'est que on peut se dire 2% de baisse du yuan par rapport à la chute des devises, d'autres devises de 20 ou 25% depuis 2 ans, c'est pas énorme, mais ça pourrait ne faire que commencer. Oui, on le sait par exemple, les entreprises américaines, lorsqu'on regarde le marché américain se paye relativement cher aujourd'hui, on est à peu près à 17 fois les bénéfices, avec des résultats qui ont été parfois quelconques, et on a vu qu'on avait souffert essentiellement sur les problèmes de compétitivité avec la force du dollar contre notamment l'euro, et là on se retrouve avec finalement un autre concurrent qui va être la faiblesse du renminbi. Donc là, ça rajoute de la pression, des craintes à la fois sur les marchés américains, sur la capacité d'augmenter encore ces bénéfices qui sont sur des tops, il faut pas l'oublier, et également sur les marchés européens et sur les matières premières, et on voit le pétrole notamment baisser assez fortement aujourd'hui, revenir sur des points bas. Merci beaucoup Frédéric Rosier, on vous retrouve au fixing à la clôture dans une demi-heure, bientôt 17h, journal de l'économie à suivre, et puis le club de la bourse avec 2 invités en plateau avec nous jusqu'à 18h.
Séance avec nos invités en plateau, Valérie Gastaldi, stratégiste du bureau d'analyse Day by Day, Xavier Patrolin, président d'Albatros Capital, et Frédéric Rosier, conseiller chez Mescard Gestion Privée. Frédéric, effectivement, bon, comme souvent, hein, quand on a une tendance marquée sur une séance, ça s'est un petit peu accéléré encore là en fin de parcours. Oui, effectivement, accélération, c'est pas forcément bon signe d'ailleurs pour les jours à venir. On bloque clairement sur des seuils techniques. On n'était pas très loin, c'est vrai, des plus hauts annuels, avec finalement on prend les mauvaises nouvelles et la nouvelle a surpris quelque part, bien que on avait vu une intervention assez importante du pouvoir central, notamment en ce qui concerne le crédit, sur également des injections de liquidités pour tenir notamment les infrastructures. Donc il y a beaucoup de signes précurseurs finalement d'une intervention peut-être un peu plus massive des autorités chinoises pour tenir un ralentissement économique qui a tendance à être plus fort qu'on pouvait l'imaginer. Il est clair, lorsqu'on regarde un peu les ventes du secteur automobile qui étaient en contraction pour certains constructeurs depuis quasiment le mois de mai, on avait du mal à tenir l'idée d'une croissance à 7%, et finalement les faits nous donnent plutôt raison, et la croissance chinoise sera certainement inférieure à 7% cette année, peut-être aux alentours de entre 5 et 6%. Donc là, il y a un vrai décalage en termes de valorisation aujourd'hui pour nos entreprises, sur lesquelles on a joué un peu la thématique chinoise, les thématiques de croissance émergente par rapport à la valorisation actuelle. Donc voilà, il y a eu des ajustements, et des ajustements qui sont tout à fait légitimes au regard du fait de la cherté de certains titres. Xavier, votre sentiment par rapport à ça? Alors c'est vrai, le ralentissement chinois, encore une fois, on en parle depuis longtemps. Peut-être que c'est l'ampleur, effectivement, et la réaction de la Banque centrale chinoise là, qui utilise le levier le moins coopératif qu'elle n'avait jamais utilisé, montre que même elle, peut-être, est dans une situation un peu de panique, où elle est obligée d'envisager les options qu'elle se refusait d'utiliser jusqu'à présent. Néanmoins, on se dit que si la situation est si grave, elle va justement peut-être mettre en face les actions nécessaires, suffisantes, en tout cas, qu'attend le marché, parce que faire baisser la devise, effectivement, aujourd'hui, ça plaît pas au reste du monde. Mais si demain, c'est un plan de relance de 150, 200 milliards, comme on a... Non, mais ça, ils ont déjà fait. Ça, ils ont déjà fait. C'est justement, ça vient dans un long cheminement d'initiatives, de mesures, depuis, on va dire, au moins 12 mois. Et ces mesures sont relativement inefficaces. Elles sont inefficaces parce qu'elles sont déjà consommées de manière très excessive. Donc on abandonne une stratégie au profit Non, on n'abandonne pas puisqu'on les utilise, mais on utilise toute la palette là pour le coup. Non, on les abandonne pas puisque encore tout récemment, je crois que c'était en début de semaine ou fin de semaine dernière, ils annonçaient des émissions obligataires. Donc on a toujours recours à ces investissements d'infrastructures puisque l'économie chinoise, enfin la société chinoise se place dans une grande bascule d'urbanisation. Donc on se doute bien qu'il y a des besoins. Le seul problème, c'est que ces dispositifs de stimulation éminemment keynésiens génèrent de la surcapacité. Ils sont relativement inopérants dans le phénomène de transition d'une économie orientée vers les exportations vers une économie orientée vers la consommation interne. Pourquoi? Parce que les mesures principalement qui doivent être mises en œuvre, c'est pas tellement une stimulation au sens macroéconomique du terme, c'est toute une série d'infrastructures, d'institutionnalisation, de dispositifs qui vont pouvoir permettre de faire refluer le taux d'épargne. Et ça, c'est très compliqué. Ça passe par la courroie de transmission politique. Et on se doute bien que l'infrastructure politique chinoise aujourd'hui est assez orthogonale, si j'ose dire, avec des réformes, je dirais, d'ouverture, de construction, d'institutions qui permettent à ce taux d'épargne de refluer. Et donc, on a, je rejoins le point qui était mentionné au cours de l'émission, d'un certain mode de panique de l'économie, enfin des dirigeants chinois, absolument. Ouais, des ajustements là qui concernent évidemment aussi le marché des matières premières. Hein. La Chine doit consommer 40% des matières premières dans le monde. On chute de plus de 4% quand même sur le baril, alors qu'on était quand même déjà très bas. Valérie. Ça veut dire que là aussi, il y a des ajustements qui vont se faire. Il y a une prise de conscience. En fait, cette action de la Banque centrale chinoise vient rappeler aux investisseurs le risque qui était présent dès le mois d'avril, en fait, puisque c'est à peu près la date à laquelle on a eu le sommet de la production industrielle américaine, d'un ralentissement global. Voilà. Donc, certaines personnes pouvaient croire encore au miracle chinois.
parce qu'il y avait déjà eu des mesures d'assouplissement. Valérie, il faut y croire quand même. Il y a bien des gens qui y ont cru. Les actions chinoises, elles ont commencé à baisser il y a à peine un mois et demi et les gens continuent à les acheter. Donc là, ils ont bien dû penser que... Les Chinois, oui, il n'y a pas que du retail, il y a quand même, il y a eu un accroissement des volumes sur les ETF chinois qui a été absolument phénoménal. Et ça c'est les acteurs internationaux. C'est les acteurs internationaux. Donc il ne faut pas toujours tout mettre sur ce brave retail chinois qui serait stupide. C'était d'ailleurs un des nouveaux paradigmes, et qui était extrêmement choquant. Bon bah voilà, ça a été corrigé ce paradigme. Le marché chinois se conduit comme tous les autres marchés. Quand il y a une bulle, on dégonfle la bulle après. Donc oui, il y a une prise de conscience que ce ralentissement chinois, il est en cours, que les pouvoirs chinois ne savent plus très bien que faire pour relancer leur économie. Et on voit bien qu'aux États-Unis ça patine, en Chine ça va pas très fort, en Europe on crie au miracle en disant qu'on a 0,2, 0,3, yes 0,5% de croissance, mais c'est à mourir de rire. C'est l'imprécision du mode de calcul de la comptabilité nationale. On n'a pas de précision sur tous ces chiffres-là. Les révisions sont de cet ordre-là, d'un trimestre sur l'autre sur le PIB. Donc il n'y a pas de croissance en Europe. Est-ce qu'on va être capable de tirer la croissance des États-Unis et des pays émergents en Europe ? Non, personne ne peut y croire. Alors, tout cela, il y a encore cette incertitude parce que la Fed nous a dit que peut-être elle a relevé... Non, je ne pense pas que la Fed entretienne des espoirs. Enfin, c'est pas comme ça que je le dirais. L'espoir d'une économie qui supporterait quand même. Ah, mais ça, c'est les gens qui avaient l'espoir de l'économie, qui voient dans la remontée des taux possible de la Fed la confirmation d'une force de l'économie. Or, le discours de Madame Yellen a toujours été de dire si l'économie continue à se renforcer, alors je serai forcée de remonter les taux. C'est-à-dire qu'elle a toujours traîné les pieds, elle a toujours remis à plus tard cette remontée de taux, qui aurait d'ailleurs dû avoir lieu il y a longtemps. Ça aurait été beaucoup plus sain pour l'économie américaine si cette remontée des taux avait eu lieu plus tôt, parce que là, on arrive en bout de cycle, et si elle remonte... C'est le pire moment, là, en termes de... Ah bah oui, absolument. On a des problèmes de gain de productivité, on a la Chine qui ralentit, etc. Donc, s'il y a une remontée des taux aux États-Unis, ça va pas être facile du tout. Bon, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. On peut avoir un miracle, hein. Mais à part le miracle, je ne sais pas très bien ce qui va pouvoir permettre de continuer sur le rythme actuel des indices. C'est vrai ça, d'un point de vue du cycle de l'économie américaine. Là, il y a eu une fenêtre de tir, elle a été ratée, et là, ce serait le plus mauvais timing pour une hausse de taux. Xavier, c'est votre sentiment aussi ou pas? Oui, mais moi, vous savez, depuis longtemps... Moi, je le sais, mais... je vais le redire, je pense que les économies occidentales sont confrontées à une forme de stagnation qui prend des formes diverses et variées selon qu'on est en Europe ou aux États-Unis, et qu'au fond, l'arme monétaire, parce que nous vivons sous les anesthésies répétées de l'arme monétaire depuis Lehman Brothers, donc il y a une espèce d'incantation dans l'arme monétaire comme la solution de tous nos problèmes, et non, ce n'est pas la solution de tous nos problèmes, ce sont des problèmes structurels. Non, mais on n'est plus dans une situation, justement, post-Lehman immédiate, en tout cas en termes d'urgence d'intervention. Comment vous expliquez que la Fédérale Réserve n'a pas remonté ses taux si on n'est plus dans ce dispositif d'urgence? Parce que je pense qu'elle a peut-être peur des réactions de marché. Aujourd'hui, peut-être que voilà, elle veut. Non, oui, en partie, mais aussi parce qu'il fallait prendre le temps aussi de raisonner, pas regonfler les actifs, refléter raisonner par contraposé, comme on dit en mathématiques. Non, c'est parce que l'économie n'est pas si forte que cela. Parce que les déséquilibres hérités de ce qui précédait Lehman Brothers ne se sont pas évacués en espèce de... On a le chômage qui est monté à 10%, on avait les taux à 0, il est à 5, oui, mais pas qu'il faut avoir les taux à 4. Avec un taux de participation qui a diminué de 5 points. Donc si vous faites à ISO taux de participation, vous retrouvez un taux de chômage... 10% taux élargi. Pas loin, en tout cas supérieur à 9. Donc les informations qu'on a facialement sur le taux de chômage, on fait dire à la Fédérale Réserve qu'il n'y avait pas d'urgence à remonter les taux. Donc ça veut bien dire qu'il y a des problèmes structurels qui ne relèvent pas uniquement de la politique monétaire. Parce que vieillissement, problème de compétitivité, de productivité, il y a toute une série de facteurs qui sont à l'œuvre et qui expliquent cette espèce de langueur économique. Frédéric Rosier, Mescart Gestion Privée, si on revient là, après une séance comme ça, effectivement, bon, c'est une nouvelle qu'il va falloir digérer. On imagine que ça va prendre un peu de temps, les ajustements sont pas complètement terminés. Est-ce qu'on va faire le tri aussi? Là, on a vendu tous les secteurs exposés à la Chine massivement. Est-ce qu'il y aura un tri à faire aussi ultérieurement là? Certainement. Personnellement, on a fait du cash. Hein. C'est clair qu'il y a une
véritable phase d'incertitude sur le marché, sur des points hauts, des rotations sectorielles aussi qui vont s'opérer. On a vu la hausse de toutes ces valeurs chinoises, notamment le secteur du luxe ces derniers temps. Donc voilà, il y a encore de la value, hein, c'est clair aujourd'hui sur le marché. Ce qui est très déstabilisant, c'est le prix du pétrole. Hein. Il faut voir un peu l'impact que ça va avoir sur les Là, c'est moins économies. 4% quand même sur la séance. C'est moins 4, on va certainement revenir sur les 44-45 $. Il y a bon nombre de pays aujourd'hui qui ont des déficits de l'ordre de 10 à 15% des pays producteurs de pétrole, donc ça va être très déstabilisant dans beaucoup d'économies, Venezuela, Nigeria, Algérie, voilà, donc ça va avoir des impacts au Brésil, ça va avoir des impacts quand même assez sensibles sur l'économie mondiale, donc voilà, il faudra surveiller ça, mais le pétrole, à mon avis, c'est l'enjeu numéro 1 des prochaines semaines. Bon, effectivement, on suivra ça. Là, c'est vrai que c'est une grosse déroute quand même pour les matières premières dans leur ensemble et le pétrole en particulier, à moins 4% sur le WTI. Ce soir, on retombe à 43 $ et on est retombé largement sous les 50 sur le Brent. On est même sous les 49 $ actuellement. Merci beaucoup, Frédéric. Frédéric Rosier, conseiller chez Mescard Gestion Privée. On va marquer une dernière pause. On se retrouve dans un instant avec nos deux invités du Club de la Bourse. Clôture un peu compliquée ce soir à Paris, mais sur l'ensemble des marchés en Europe et sans doute ce soir aux États-Unis.